Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actualité sur votre groupe de médias Top 243 News, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de l'actualité ici à Kinshasa et partout à travers le monde pour ce lundi 13 décembre 2021. Pour ce faire, mesdames et messieurs, vous donner l'essentiel de l'actualité avec une source fiable. C'est notre devoir de tous les jours. Nous allons vous laisser d'abord vivre cette belle ambiance, mais également nous vous présentons déjà l'engouement parce que vous voyez, quand vous voyez les tapis rouges, il n'y a que le président de la République qui peut plus ou moins prendre pas et marcher sur un tapis rouge. On va vous montrer l'essentiel de l'actualité pour ce lundi 13 décembre 2021. Momentanément que le président de la République puisse prendre part ici à l'hémicycle à travers le congrès de l'Assemblée nationale, également le Sénat. Nous allons vous laisser vivre cette belle ambiance et on va juste y revenir parce que vous aurez le temps de suivre les discours du président de la République en intégralité dans ce nouveau numéro de l'actualité. Restez connectés parce qu'on va vous amener avec les interviews à chaud ici pour ce lundi et on va juste y revenir parce que vous donner l'essentiel de l'actualité, c'est notre devoir. Clin d'œil également pour ceux qui nous suivent à travers le monde, Canada, États-Unis, France, Angleterre, Australie, et vos suggestions nous feront toujours du bien comme vous l'avez toujours eu l'habitude de nous faire à travers le message. Restez connectés. Je tiens aussi à faire mention spéciale pour les directeurs techniques de votre groupe Top 243 News, Isambay Chris, qui me fait plaisir d'être toujours derrière la caméra pour avoir une belle image comme d'hab. On reste connecté parce qu'on va y revenir juste après. Discours sur l'état de la nation 2021. Le président va parler aujourd'hui. Vous voulez que le président puisse dire quoi concrètement, étant que député national? Bon, je crois que je n'ai pas assez de commentaires à émettre sur cette question-là. Du fait que le président étant le père de la nation, étant le parent numéro un de cette République, il connaît tous les problèmes qui se posent, dans chaque foyer, dans chaque entreprise, dans chaque institution. Je crois qu'il sera le mieux placé pour nous donner. Et je crois que tout ce que je pourrais peut-être vous donner comme avis ici, le président le détient, puisqu'il suit de près tout ce que nous avons comme préoccupation au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat et le quotidien de la population. Le président étant aussi dans le milieu de cette population, je crois qu'il pourra tout nous briefer et soyez rassurés que le président ne va laisser aucun problème qui préoccupe la population congolaise. La même population dont vous êtes le représentant se plaigne déjà, disons qu'il y a plusieurs changements qui ne se font pas pour l'instant. Est-ce que vous affirmez? Non, vous savez, notre tissu économique était complètement déchiqueté. Et la population congolaise doit prendre le mal en patience. Je crois qu'il y a de quoi espérer pour notre nation, mais il faudra du temps. Ce n'est pas en une journée qu'on pourra reconstruire ce qu'on a détruit durant plusieurs décennies. Donc il faudra un peu de patience et il y a de l'espoir. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir que la loi budgétaire n'est plus à 5 milliards, n'est plus à 3 milliards, mais elle est dans une situation ascendante. Donc cela demande qu'il y a quand même un peu de volonté et cela peut pousser notre pays à aller vers une bonne amélioration. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'occasion que vous m'avez offerte, je peux dire que premièrement, c'est les discours d'état de l'aide de la nation, comme c'est à la coutume que le président doit parler à l'Assemblée et au Sénat. C'est ça que le chef de l'État a respecté, comme lui, il est le garant de la nation, il a respecté la Constitution, il a parlé. Je pense qu'il va faire, c'est le bilan qu'il va faire pour le 2021 et pourquoi pas souhaiter aussi bonne année pour l'année 2022 qui vont commencer. Donc il va parler, on a vu assez en matière de la gratuité de la scolarité et la situation de l'Est et la situation de la MONUSCO. Je pense que ce sont donc les points sur la santé, l'éducation et la sécurité. Je pense que c'est ça que le président va parler. Ouais, mais je peux dire que le mandat de la MONUSCO a pris déjà fin. Il ne faut pas dire que la présence des Ougandais, c'est depuis l'époque
Le chef de l'État avait dit durant son mandat, on doit finir avec, à ce qui concerne la guerre de l'Est. C'était les soucis majeurs. Il est allé installer, nous, on était partis aussi, il est allé s'installer à Goma pour qu'il y ait la paix. Son souci majeur, qu'il y ait la paix. Nous devons échanger avec nos frères, ceux qui sont disponibles pour nous aider, pour terminer cette guerre de l'Est. On en a marre. Je crois que, comme vous l'avez dit, c'est la 3e fois que le chef de l'État revient au Congrès pour auditionner son discours sur l'état de la nation. Vous savez qu'il a pris le pays dans un contexte difficile où il y a l'insécurité à l'Est. Je crois qu'aujourd'hui, nous attendons nous donner son impression et l'avancement de l'état de siège à l'Est, également de beaucoup de projets que le gouvernement, sous sa direction, envisage pour lancer sur l'ensemble du territoire national, également sur les infrastructures et dans différents domaines. Donc je crois que le peuple congolais doit être calme parce que nous pouvons dire que c'est maintenant que Félix Tshisekedi prend les choses entre les mains. Parce que le gouvernement de la coalition n'a pas permis à Félix Tshisekedi de pouvoir faire sa politique ou d'exécuter son programme. Et nous pensons qu'avec l'avènement de la nomination de Sam Lokonde Jean-Michel, il est libre de pouvoir exécuter son programme, sa promesse au peuple congolais. Et nous invitons le peuple congolais de garder l'espoir parce que 2022, ça sera l'année de vastes chantiers, de travaux et de réalisation de beaucoup de projets. Également aussi, beaucoup d'efforts seront déployés pour la sécurité à l'Est, également dans différentes provinces, le Congo central, l'espace Kassai qui est enclavé, également le Katanga et d'autres provinces de l'Équateur. Ils doivent garder l'espoir et faire confiance au président de la République qui a promis le peuple d'abord. Et je crois que 2022, nous allons nous retrouver à la fin pour évaluer et ce sera un succès. Je pense que nous devons être patients. Ce n'est pas en un seul jour qu'on peut mettre fin à la sécurité à l'Est. Cette situation a duré plus de 10 ans, plus de 15 ans. Nous ne pouvons pas dire que dans 6 mois ou 7 mois, que l'état de siège a été décrété, que nous pouvons mettre fin à cette insécurité. Vous savez que beaucoup de compatriotes et beaucoup d'étrangers profitent de cette insécurité pour s'enrichir. Ça devient du business. Et il faut garder patience parce que le travail doit être fait pour pouvoir mettre fin à cette insécurité. Et nous devons garder confiance, faire confiance à notre armée qui fait un grand travail. Vous savez que l'insécurité ou la rébellion ou quoi que ce soit a pris des racines dans la population. Et beaucoup de compatriotes sont là-dedans et ça devient leurs affaires. Alors ce n'est pas en un seul jour qu'on peut commencer à juger ou évaluer si ça n'a pas reçu ou ça n'a pas reçu, mais nous devons laisser du temps au gouvernement, au président de la République pour que l'état de siège continue et que notre armée qui se bat en toute responsabilité, continue pour mettre au état de nuire tous ces gens-là qui créent l'insécurité à l'Est. Donc je crois que d'ici l'année prochaine, il y aura l'évolution, parce que l'armée se bat. Mais pas du tout. Je crois que nous avons voté à plusieurs reprises, tous les députés votent. Donc je crois qu'il y a la liberté d'opinion. Mais je crois que beaucoup de nos collègues de l'Est sont sûrs et font confiance au chef de l'État. Donc je ne vois pas pourquoi ils peuvent ne pas voter. Et vous savez qu'il y a eu la commission de défense et sécurité qui a évalué avec le ministre de la Défense les problèmes et les propositions ont été faites. Et je vous informe que dans le budget 2022, beaucoup de crédits ont été disponibilisés par le Parlement en faveur de l'armée et de la sécurité. Donc je crois qu'il n'y a pas de raison et je ne pense pas qu'ils vont claquer la porte pour ne pas assister au vote de la loi de la prolongation de l'état de siège. Donc nous serons ensemble, ils font confiance au gouvernement de la République. J'invite le peuple congolais à faire confiance à Félix Tshisekedi pour la fin de l'insécurité à l'Est, également pour le développement de notre pays. Je ne pense pas que ce soit opportun que moi je place un mot avant le discours du chef. Parce que le chef, c'est lui qui a un mot à dire à la nation. Je préférerais écouter ce que le chef dit et peut-être à la longue relayer. Mais s'il faut que je dise un mot sur ce qui me concerne, sur mes attributions, j'aimerais inviter tous les Congolais à pouvoir garder la cohésion et l'unité nationale. C'est le socle de tout développement. Tant que nous resterons divisés, séparés, tant que nous allons promouvoir les anti-valeurs, le président peut se casser en morceaux.
les membres du gouvernement peuvent se casser un morceau pour travailler, il n'y aura rien de bon parce que la population et tout le reste ne s'impliquent pas. Chacun de nous doit faire sa part des choses, sa responsabilité. Mais nous ne pouvons mieux faire que quand nous sommes unis, quand nous nous pardonnons, quand nous nous acceptons, quand nous visons tous l'intérêt supérieur. Je dirais la même chose que le président de la République qui ne cesse de s'opposer au tribalisme. Non au tribalisme. Je dirais à ces gens-là de se comprendre. Nous sommes tous Congolais. Tout Congolais doit se sentir à l'aise partout où il est. Alors, je dis non au tribalisme. Président de la République, il y aura reprise de la séance avec, à l'issue de ce mot de bienvenue, le président de la République prendra la parole. La séance est ouverte. Honorable membre du Congrès et chers collègues, la vérification du quorum enseigne ceci. Pour l'Assemblée nationale, si 500 députés qui composent l'Assemblée nationale, 397 sont présents. Pour le Sénat, 609 sénateurs qui le composent, 91 sont présents. Les parents d'équipe étant atteints, les congrès peut valablement siéger en vertu de l'article 17, alinéa 2 de son règlement interne. Honorable membre du Congrès et chers collègues, avant toute chose, je rappelle que le présent Congrès se réunit conformément aux prescrits des articles 77 et 119.3 de la Constitution. Ceci dit, je demande à l'honorable rapporteur du Congrès de donner lecture de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès. Distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, c'est toujours avec une immense joie et un agréable plaisir que je me retrouve devant vous en cette période de l'année, conformément à la disposition pertinente de notre Constitution qui prévoit en son article 77 que le président de la République prononce une fois l'an un discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. J'ai donc tenu ce jour au strict respect de cette tradition, à l'instar des 2 années précédentes, en vous présentant le bilan de diverses actions menées au cours de l'année 2021 qui s'achève. J'apporte ainsi des réponses et des éclaircissements aux nombreuses préoccupations de notre peuple
sur les différentes questions vitales qui touchent à la marche et à la survie de notre nation. Mais avant toute chose, en vue d'honorer la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à cause de l'activisme des groupes armés et de la violence aveugle du groupe terroriste des ADF au cours de cette année, je vous prie de bien vouloir accepter d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Que l'une des plus grandes questions qui taraudent nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharpe sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles que vivent les populations de nombreuses contrées de cet espace, j'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en même temps. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leur rêve. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais, tel que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à répondre Elles ont réussi à bouger les lignes, disais-je, et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres
sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité. Jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoir, comme pour confirmer que l'insécurité qui règne dans cette partie de notre pays les confortait dans leur entreprise. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie. Car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos vies. Saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. Je souligne que dans le but de rétablir la paix sociale dans ces contrées en proie à l'insécurité, j'ai initié la mise en place du programme chargé du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, PDRCS en sigle, pour encourager les compatriotes qui sont dans les groupes armés à déposer des armes et à réintégrer la vie communautaire loin du métier des armes. Je saisis cette opportunité pour saluer l'appui reçu de différents partenaires dans la mise en place de ce programme. Et je profite également de cette tribune pour saluer la contribution des Nations Unies qui, à travers la MONUSCO, soutient notre pays dans cette volonté de pacification et de stabilité dans la partie est de notre territoire national. Mais comme la paix va de pair avec la justice, j'ai instruit le gouvernement de la République de mettre en œuvre des mécanismes réparateurs, notamment celui de la justice transitionnelle au bénéfice des victimes. Par ailleurs, certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins. C'est le cas des ADF, qui écument spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour les combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de lever notre Parlement dûment informé. Je veillerai à limiter au temps strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Honorables députés et sénateurs, permettez-moi de relever que les grandes villes de notre pays n'ont malheureusement pas été épargnées par des cas d'insécurité commis par des délinquants de tous bords, communément appelés Boulouna, et des coupeurs de route qui ont délibérément choisi de troubler la quiétude de paisibles citoyens en les terrorisant, aussi bien à l'arme blanche qu'à l'arme à feu. Une mauvaise culture qui doit absolument être bannie de notre société. Pour anéantir tous ces fléaux et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du pays, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures idoines contre ces marginaux. Je me réjouis des premiers résultats obtenus par l'expérience du centre pilote de Kanyama KCC. Jadis,
abandonnés à eux-mêmes. Aujourd'hui, ces jeunes compatriotes maîtrisent plusieurs métiers, dont la maçonnerie, la menuiserie, l'agriculture et l'élevage. Je demande au gouvernement d'intensifier ses efforts de réinsertion sociale des jeunes désœuvrés sur l'ensemble du territoire pour leur meilleure contribution au développement du pays. Honorables députés nationaux et sénateurs, à mon accession à la magistrature suprême, j'annonçais que l'état de droit, une justice indépendante, la lutte contre la corruption et l'impunité constituaient le leitmotiv de mon action dans son volet de la gouvernance politique. C'est dans ce sens qu'il faut placer la redynamisation de certaines structures. En effet, j'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'inspection générale des finances, IGF aussi, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. De même, la création de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC aussi, répondait aussi à cet impératif. Placée sous mon autorité directe, l'inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. Écartant les différents obstacles, tant juridiques que matériels, qui en constituent les pesanteurs. Mon engagement de faire de la République démocratique du Congo un État véritablement démocratique ne peut se concrétiser sans l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes et dans les délais constitutionnels. Je lance donc un appel solennel à tout notre peuple pour accompagner démocratiquement la Commission électorale nationale indépendante et pour s'impliquer activement dans le processus électoral. Je rappelle que celui-ci a déjà commencé avec la désignation de ces nouveaux animateurs après consultation des confessions religieuses et validation par l'Assemblée nationale. Afin de parachever la composition du bureau de la CENI, j'invite instamment ceux des acteurs politiques qui traînent encore les pieds à désigner rapidement leurs représentants respectifs au sein de ce bureau. J'invite en même temps le gouvernement à mobiliser et à disponibiliser des moyens financiers conséquents pour permettre à la CENI de respecter les délais d'organisation de cette élection afin qu'elle se tienne effectivement en 2023. Il est également important que le Parlement procède diligemment au vote des lois encore en souffrance pour un aboutissement heureux du prochain cycle électoral. Honorables députés nationaux et sénateurs, comme je l'ai évoqué au début de mon adresse, notre pays a toujours souffert de crises sanitaires survenues au cours de cette année. En effet, la pandémie de Covid-19 n'a pas épargné la République démocratique du Congo. Même si notre pays affiche à ce jour un taux de mortalité relativement faible, je vous exhorte à continuer d'observer strictement les mesures barrières, car l'apparition successive de nouveaux variants montre que nous n'en avons pas encore fini avec cette pandémie. J'en appelle ainsi à la vigilance de nos services aux frontières, d'appliquer rigoureusement les mesures édictées à cet effet. Dans l'état actuel des connaissances, le vaccin demeure le moyen le plus efficace d'éviter les formes graves de la maladie. En effet, les données collectées à ce jour montrent sans aucun doute que les gains en termes de protection des personnes vaccinées contre les formes graves de la maladie
supplante les effets indésirables et souvent passagers attribuables au vaccin. Je recommande vivement à la population de se faire vacciner pour se protéger. En plus de la pandémie de Covid-19 et de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, notre pays a été fortement éprouvé par d'autres urgences sanitaires. C'est notamment le cas de l'épidémie de méningite dans la province de la Djoko et de celle de monkeypox déclarée récemment au Maniema. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour y mettre fin dans le cadre d'une riposte appropriée. Je saisis cette opportunité pour saluer la compétence des scientifiques congolais qui ont fait rayonner notre pays, avec entre autres la mise au point du médicament Ebanga, dûment certifié sur le plan international pour son efficacité dans le traitement de la maladie à virus Ebola. Honorables députés nationaux et sénateurs, toutes les urgences et catastrophes sanitaires que nous avons connues cette année, et même bien avant, nous ont appris une grande leçon, celle de savoir que pour mieux prévenir et riposter, il nous faut absolument construire un système de santé plus solide et plus résilient pour le bénéfice de tous les Congolais. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de la couverture santé universelle une cause nationale en République démocratique du Congo. Dans les prochains jours, le gouvernement mettra tout en œuvre pour rendre effective cette vision, par ailleurs fortement souhaitée par notre peuple. À cet effet, je vous rappelle que nous disposons d'ores et déjà d'une stratégie nationale en la matière, d'un cadre de pilotage et de coordination, ainsi que de tous les instruments de facilitation pour son déploiement sur l'ensemble du territoire national. En outre, le gouvernement s'apprête à verser au Fonds de solidarité de santé la contribution pour la prise en charge des indigents, ainsi que de la part patronale de la contribution des agents de carrière des services publics de l'État. Il est temps que la pauvreté et le manque de ressources financières ne constituent plus de barrière à l'accès aux services et aux soins de santé de qualité. Honorables députés nationaux et sénateurs, cette année, notre pays a eu le privilège d'assumer la présidence tournante de l'Union africaine. Dans mon discours d'acceptation, j'avais annoncé mon intention de mettre l'Union africaine au service des peuples africains. Cette formulation m'avait paru conforme au thème général retenu pour l'exercice 2021, à savoir art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Les arts et la culture sont en effet l'expression de la créativité de nos peuples. Au moment où ce mandat tend vers sa fin, je peux dire ma fierté d'avoir contribué à mettre l'Union africaine au service des peuples. J'ai mis au centre de mon action à renouer le contact avec le Fonds monétaire international pour pouvoir bénéficier de la croissance économique et de l'éradication progressive de la problématique de mobilisation des ressources extérieures, ce qui a permis leur progression sensible en dépit de l'Institut monétaire international, ont abouti à la signature d'un accord permettant des 732 millions de dollars américains au titre de la facilité de crédit rapide ayant contribué. Ces appuis, honorables députés nationaux et sénateurs, ont permis à notre stabilité macroéconomique l'accroissement de la marge de manœuvre budgétaire ainsi que la promotion.
l'électricité ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. De 32 MW dans le Haut-Katanga sont complètement achevés, mais toujours pas en activité. Que dire des 3 groupes thermiques de 800 kVA, chacun dans la ville de Kananga. La ville de Kisangani est restée 4 mois dans l'obscurité alors que ce désagrément aurait pu être évité. La question des transports et des voies de communication est un défi permanent dont l'impact sur l'économie nationale et par ricochet sur les conditions de vie de nos compatriotes est indéniable. En matière de développement des infrastructures, routières, les axes stratégiques sont les suivants. La réhabilitation des routes de dessert agricole existantes et la construction de nouvelles routes. La réhabilitation, le rétablissement du trafic par la réouverture du réseau de certains tronçons de route en terre battue, restés longtemps impraticables, et la protection et l'entretien de ces routes par la réinstauration du système de contrôlage manuel. En plus d'améliorer sensiblement le trafic urbain et interurbain, la réalisation de ces ouvrages devrait également permettre une meilleure connectivité entre nos différents provinces. Ces efforts d'amélioration des infrastructures routières sont déjà perceptibles à travers les projets suivants. 1. Il y a le bitumage de 86 km du tronçon de la route Kolwezi-Ilolo. 2. Il y a le bitumage du tronçon Boma-Mwanga. 3. Il y a le bitumage de 140 km entre Kasumbalesa et Sagadi. 4. Il y a le bitumage du tronçon Chikapa-Kamwesha et la réhabilitation des infrastructures rurales connexes. 5. Il y a le bitumage de 56 km de tronçon du Konloa-Chikapa. 6. Il y a la construction d'un nouveau pont long de 160 mètres sur la rivière Kassai à Chikapa. Nous allons continuer ces efforts en 2022 et il est attendu le lancement des projets ci-après. La construction du port en eau profonde de Banane. Du Congo, Mwenda en Zambie, longue de 2
est celui de 100 km du tronçon Bukavu-Goma. Le bicumage de 748 km du tronçon Beni-Komanda-Nyanya-Kisangani. La réhabilitation de 80 km du tronçon Kassindi-Beni. La réhabilitation de 54 km du tronçon Beni-Boutemo. La réhabilitation de 89 km du tronçon Bunagana-Butshuru-Goma. La mise en service du bac pour la traversée entre Zongo et Bangui en République centrafricaine. Et enfin le bitumage de la route Kalabambouji-Kananga. De la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, la modernisation des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation et le renforcement et l'extension des pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux sont prévus, notamment celui de Ndolo. Honorables députés nationaux et sénateurs, nous disons souvent que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo et nous avons raison. Il est temps de traduire cette affirmation en actes concrets en adoptant l'approche qui postule que tout développement devrait partir de la base vers le sommet. C'est d'ailleurs le sens même du système politique prévu dans la Constitution de 2006 qui prévoit un État unitaire fortement décentralisé. Dans ce système, le territoire est l'espace géographique qui permet la jonction entre le pouvoir central et les provinces. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des populations rurales et d'accélérer le développement de notre pays. Voilà pourquoi il sera lancé en 2022 un ambitieux programme de développement du pays par la base, à travers ces 145 territoires. Les prémices de votre programme ont été déjà posées par le Premier ministre cette année. Les priorités retenues dans ce programme sont le désenclavement des territoires pour la réhabilitation, de près de 9000 kilomètres et l'entretien de 30 000 kilomètres de routes de desserte agricole. L'amélioration de l'accès des communautés rurales à l'électricité, notamment par la construction de mini-centrales photovoltaïques. L'amélioration de l'accès à l'eau potable par la construction de forages et l'aménagement de sources. La construction d'infrastructures économiques rurales, notamment par l'équipement de 748 centres de santé, plus de 1200 écoles, ainsi que l'aménagement de marchés modernes. Et enfin, la restauration de l'autorité de l'État en commençant par la construction de bâtiments administratifs dans tous les 145 territoires. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, vous venez de suivre là les réponses aux divers points saillants autour de plusieurs questions essentielles qui touchent à la survie et à l'organisation de notre nation
en ce que celle-ci a de plus profond et de plus légitime. Le parcours de l'année 2021 avec ses différents faits relevés et les défis qu'ils impliquent, loin de nous affaiblir, de nous diviser, ont l'avantage de nous rappeler que nous avons un destin collectif à assumer pour l'épanouissement de la nation. Nos préoccupations demeurent fondamentalement celles d'apporter des réponses aux problèmes permanents liés au vécu quotidien de notre peuple en vue de consolider le contrat social qui le lie à nous, ses représentants, appelés à défendre ses intérêts et à réaliser son bonheur. L'organisation de la cité telle que nous la préconisons doit assurer et garantir l'unité et l'intégrité du territoire national, instaurer la paix et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République. À ce titre, c'est dans un État que nous voulons de droit, caractérisé par une justice distributive, que nous avons focalisé l'attention du gouvernement sur la prise en charge des problèmes que rencontrent nos concitoyens dans les divers secteurs de la vie pour leur trouver des réponses satisfaisantes. Ce travail de longue haleine nous contraint à revisiter toutes les structures sociales désuètes et à repenser comment notre pays peut rationnellement mettre un nouveau dans des outres neuves pour que le meilleur Congo de demain, que nous appelons de tous nos voeux, démarre du bon pied dans tous les secteurs de la vie nationale. Les vases communicants à instaurer dans ces secteurs n'auront pour finalité que l'épanouissement de la famille, l'intégration réelle et la cohésion des communautés dans le processus du développement attendu. Sur ces points, il convient de noter que nos déplacements à l'extérieur du pays ont considérablement permis d'améliorer l'image de marque de la République démocratique du Congo. Et nombreux sont ces pays qui ont décidé de sceller avec nous de solides partenariats gagnant-gagnant. Ouverte sur l'extérieur et en interne, avec toutes ces provinces interconnectées, la République démocratique du Congo, qui a aujourd'hui le vent en poupe, peut relever pour demain plusieurs défis de sa reconstruction. Nous devons y croire fermement et nous y atteler urgemment. Ainsi, sa population paupérisée, ses princes déshérités d'hier, pourront bénéficier de toutes leurs richesses du sol et du sous-sol transformés pour leur mieux-être. Le message du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès ne donne lieu aucun débat. L'ordre du jour est entreprisé.
ici au niveau du Palais du Peuple, vous avez constaté avec nous ensemble, il a émis le vœu de mettre de côté le clivage politique, également l'intérêt égoïste de chacun, de mettre l'intérêt de la population congolaise au centre. Parmi tant de choses, le président est là au niveau des salons présidentiels, ici au niveau de l'Assemblée nationale. Mais dans quelques instants, il va prendre son cortège pour entrer. Restez connectés. Avant de nous séparer, nous allons vous laisser d'abord suivre quelques réactions des députés et sénateurs nationaux qui ont pris part à cet événement qui concerne le discours du président de la République sur l'état de la nation congolaise. On reste connectés, on va cheminer avec vous ensemble. Personnellement, j'ai été flatté par le discours du président. Il a fait l'état de la nation, il a présenté la situation de manière holistique. Il a parlé de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, ainsi que des perspectives d'avenir. Et les mots que le président a prononcés, que nous puissions mettre en avant l'intérêt supérieur de notre pays, je crois que c'est les mots les plus importants. Aujourd'hui, avec la guerre qui sévit à l'est de notre pays, tous nous savons qu'il y a certains compatriotes qui tirent des dividendes, qui tirent profit justement à cette instabilité. Voilà le mot qui a été lancé par le président, que nous puissions d'abord considérer que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme étant notre colonne vertébrale et que tous nous devons jouer notre partition pour que le pays puisse aller de l'avant. Je pense que qu'est-ce qu'on peut avoir d'essentiel dans ce discours, c'est que nous devons nous dépasser, aller au-delà de nos clivages ethno-culturels et tout consort. On doit aller au-delà. Pour satisfaire le Congo, il ne faut pas se dire je suis de tel coin, et je suis du Congo. C'est ce qu'il faut retenir dans son discours. Ce n'est pas dire que le président, en entrant à l'exercice du pouvoir, il a tout trouvé en ordre. Il a trouvé quelque part, il devait commencer et avancer. Et c'est comme ça que vous voyez que petit à petit, il veut améliorer la situation. Et quelque part, il a soulevé aussi la faiblesse de son gouvernement. Dans son gouvernement, il y a de ceux-là qui n'ont pas réalisé réellement ce que lui attendait voir être. Entre autres, à Kisangani, 4 mois sans courant. Mais quelque part, on devait trouver une solution palliative à ça. Mais il faut tenir de la négligence des services dans son gouvernement. Ça a donné la conséquence que l'on puisse rester dans l'obscurité au moment où il y avait de l'énergie qu'on devait consommer quelque part. Alors tout ça, je pense qu'il a pu voir, ça demande un changement en fait. Non, il a dit, parce qu'il est épris de l'amour de son pays. A présenté la situation globale du pays. Le président a plus martelé sur la situation de l'Est pendant plus de 2 heures du temps. Et il a présenté comment est-ce que la situation est en train d'être menée par le FARDC et l'armée ougandaise. Et il a loué les avancées significatives par le FARDC par rapport à la situation que nous avons vécue pendant plusieurs années. Et c'est une situation qui suivait de près. C'est comme ça que cette fois-ci, il a agi parce qu'il avait promis, il a agi et nous avons le résultat sur terrain et nous pouvons que louer ce que le président a fait. Il devrait prononcer les discours pour nous faire montrer qu'il a un cœur ouvert et il suit de près la situation sociale telle que ça se déroule. Vous comprenez? Donc toutes les informations nous parviennent. C'est comme ça qu'il était important de placer un mot sur cette situation-là, raison pour laquelle vous avez senti la réaction de la population. Il ne pouvait pas cacher, il pouvait dire ouvertement au vu de tout le monde que je suis de près. Bien que la situation n'est pas facile, mais de près ensemble avec vous, nous allons aller de l'avant. Et c'était important, nous avons félicité, nous avons encouragé cela. Nous avons des problèmes que nous rencontrons quotidiennement. Là, souvent, on se pose des questions. Est-ce que le président suit ce qui se passe? Vous comprenez? Et surtout, nous, l'Institut du chef de l'État, et nous descendons pour suivre les informations et faire remonter cela. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction de joie et de comprendre que nos rapports que nous présentons auprès du président de la République nous parviennent. Et il lit et il prend ça en considération. Et nous avons senti, et par rapport à notre travail,
et au discours du président de la République, on a senti nos traces par rapport au travail que nous faisons sur le terrain. Et c'est une satisfaction de joie. Un message fort d'un président de la République qui veut réunir son peuple autour d'un drapeau unique qui est le drapeau congolais. Et en ce moment-ci, on a tellement de travail à faire, on a tellement de défis à relever au niveau de la paix, la sécurité, au niveau social, qu'on a besoin de voir le Congolais développer l'accent de patriotisme pour que ce projet puisse se réaliser. Mais ça aussi, c'est un discours impressionnant parce que ce n'est pas seulement un discours, ce sont des actions concrètes étayées tout au long de l'année que le président a déjà réalisées au niveau des infrastructures, au niveau du social, au niveau diplomatique, au niveau du climat, surtout avec la conférence de Glasgow, avec l'effort pour lutter contre la violence faite à la femme au niveau régional. C'est un président pour lequel on doit être fier de lui par rapport à ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Nous avons eu un président qui a un discours franc parce qu'il connaît le réel besoin de la population. Il sait que le social n'est pas arrivé à son point le plus développé. C'est pour cela qu'il travaille. C'est pour cela qu'il y en appelle à la conscience et à la responsabilité aussi de chacun, des membres du gouvernement, du pouvoir judiciaire et des parlementaires. Mais néanmoins, il y a des projets comme les 145 jours, 145 territoires qui vont se mettre en place en 2022, qui verront le social du peuple congolais être amélioré. N'oubliez pas que nous venons de 50 ans de dégradation sociale congolaise. Ce n'est pas en 2 ans qu'on pourra les changer comme une baguette magique. Mais les projets qui sont déjà mis en place est tellement intéressant et on est content d'avoir ce président qui travaille autant. Nous avons tous suivi les discours du président de la République, son 3e discours donc, et tout a été clair. Il s'est acquitté bien sûr de son devoir constitutionnel. Et il a condamné ce qui n'a pas bien marché. Il a donné l'espoir à ce qu'il prétend faire l'année prochaine. Alors nous ne pouvons que donner la chance au président de la République ainsi qu'à son gouvernement que nous sommes en train d'accompagner au niveau du Parlement pour que l'on puisse conjuguer les efforts. C'est là selon ce que nous leur avons présenté comme desiderata de la population. Comme vous le savez bien que ce sont nous les députés qui sommes vraiment plus proches de la population. Et nous les encourageons et nous attendons à ce que tout ce qu'il a promis vraiment, ce que ça soit fait en 2022 puisse vraiment se faire exactement. Un discours qui est réaliste, un discours magistral. Nous avons apprécié la qualité, la finesse, mais nous avons estimé que c'est un discours qui est réaliste, comme je venais de le dire, et qui tient compte des réalités que nous vivons chaque jour. Il a présenté un bilan des activités qu'il a menées. Bien sûr, il y a ce qui a très bien marché, mais il y a aussi certaines choses qu'il a reconnues lui-même qu'il faut renforcer pour l'année 2022. Bon, moi je pense plutôt qu'il a été clair. Il y a effectivement des problèmes qui n'ont pas commencé aujourd'hui, même si nous pouvons dire que certains n'ont pas été satisfaits. Mais c'est un processus. Même quand vous allez aux États-Unis, il y a des problèmes. Même quand vous allez en France, vous voyez toujours sur les télévisions, il y a des sans-abri. Et ça ne vous étonne pas. Dans notre pays, nous avons connu des problèmes. Et ces problèmes ont créé un déséquilibre social. Aujourd'hui, le gouvernement, qui est un gouvernement vraiment volontariste, un gouvernement déterminé à changer les conditions de vie des communautés, ne peuvent pas changer en un clin d'œil. Il faut tout un plan et c'est ce qu'il a annoncé. Et donc nous devons être patients pour que nous puissions voir ces réalisations se faire. Vous avez suivi lui-même, il a fustigé certains projets qui n'ont pas démarré depuis qu'il a lancé. Il a fustigé même certains projets qui ont été achevés mais qui n'ont jamais été
mis à la disposition des communautés. Et donc, il s'est engagé à pouvoir renforcer la gouvernance économique, la gouvernance sécuritaire, la gouvernance sociale, et c'est ça. C'est un processus. Je ne m'entendais pas que dans 2 ans, dans 3 ans, que nous puissions avoir plus que nous avons maintenant. Il y a encore beaucoup à faire. Le discours du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était vraiment un discours équilibré, un discours magistral. En tout cas, c'est à point nommé que ce discours peut s'appeler l'état de la nation. Parce que le chef de l'État a évoqué tous les secteurs de la vie nationale, bien évidemment en revenant sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qu'il faut faire. Mais en ce qui me concerne, comme je viens du territoire de Beni, député national du territoire de Beni, j'ai été fort marqué par le propos du président de la République sur sa détermination à venir à bout de la résistance des ADF Nalu au Nord Kivu, en Ituri et spécialement dans mon territoire, le territoire de Beni. Et j'ai réalisé que le chef de l'État a effectivement suivi non seulement les recommandations de l'Assemblée nationale par rapport à la rectification de l'état de siège, mais aussi et surtout par rapport aux résultats des réunions que nous avons eues avec le président de l'Assemblée nationale, avec le Premier ministre, avec le chef de l'État lui-même. En tout cas, le chef de l'État a repris la même chose pour considérer que les ADF Nalu, ADF MTN, étaient devenus une menace pour les 2 pays voisins, l'Ouganda et le Congo, que nous étions obligés de nous engager dans un mariage objectif, celui de conjuguer nos efforts, de mutualiser les efforts de l'UPDF, l'armée ougandaise, et de FARDC, notre propre armée, pour venir à bout de cette résistance. Et je dois vous assurer que le travail a commencé sur le terrain et la population est contente du travail qui se fait. Pour le reste, il nous appartient à nous, la population, et au gouvernement et à l'Assemblée nationale, de continuer à soutenir cette action, soutenir notre armée FARDC, nous n'avons pas des armées, mais bien évidemment qu'il soit corrigé sur les passages certaines irrégularités qui n'ont pas marché, tant au niveau du fonctionnement de notre armée, au niveau des opérations, que ce soit aussi au niveau de l'administration elle-même. Et que donc nous devrions continuer à conjuguer les efforts pour que nous puissions permettre à cette population du Nord Kivu et même de l'Ituri, des populations vraiment exemptes de guerre et de massacres, des populations vouées à l'errance et à la précarité, pour que ces populations, une fois les opérations terminées et la guerre finie, que ces populations puissent rentrer dans leur milieu de vie pour s'occuper de leurs activités économiques comme l'autre jour fait, et que donc nous avons besoin de cette stabilité, nous avons besoin de cette sécurité durable pour que les populations de ces 2 provinces puissent aussi danser au rythme de la paix et de la sécurité, comme d'autres peuples du Congo qui s'attellent déjà aux activités de développement qui ont comme objectif de contribuer au budget de l'État. Et comme le coordonnateur de l'RC l'a si bien souligné, nous avons besoin de paix, de sécurité. Il a un grand travail, un grand secteur, celui de ramener ou de rassembler ceux de nos frères qui se sont engagés dans l'égarement aux côtés des forces négatives, soit qu'ils soient avec les ADF MTN, soit qu'ils soient engagés dans le mouvement Maïma et d'autres mouvements de forces négatives, de revenir à la cité et d'être canalisés par les services que le chef de l'État a mis en place. Il est même revenu sur ça dans son discours pour dire que ce service, le DRLC, doit faire son travail pour aider ceux de nos frères ou de nos sœurs qui sont engagés dans ce mouvement de revenir à la cité et d'être canalisés ou alors socialisés à travers ce service pour que ces compatriotes aussi, au lieu de continuer à souffrir dans la brousse, qu'ils reviennent à la cité et qu'ils contribuent à développer notre pays qui a besoin d'aller très vite à l'émergence. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux à nous suivre pour ce lundi 13 décembre 2021. Nous étions en direct ici au niveau de l'Assemblée nationale pour vous donner l'intégralité du discours du chef de l'État.
sur l'état de la nation 2021. Vous avez suivi également les interviews à chaud en rapport avec plusieurs points émis au cours de cet échange à travers le député national, également les acteurs politiques dans ce nouveau numéro de l'actualité sur Top 243 News. Parmi les points phares émis par le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, il a touché les points notamment sécuritaires, les volets sécuritaires, diplomatie, sociale également, d'autres points qui ont été émis au cours de ces nouveaux numéros de l'actualité. Merci pour votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News TV. Également, lisez-nous sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également, nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.